Bonsoir à tous et merci tout d'abord Cédric pour cette opportunité. Habituellement, quand j'ai un peu plus de temps, j'ai l'habitude de poser à l'audience à quoi pensez-vous lorsque j'évoque les mots contrat et relations fournisseurs. Aujourd'hui, le temps il nous est un petit peu compté, donc je vais vous simplement lister les idées ou les suggestions que l'audience partage avec moi, mais n'hésitez pas à intervenir, on peut prendre quand même quelques secondes. La thématique, votre présentateur et puis la société sur Genève. Alors, les associations d'idées autour des contrats et des relations fournisseurs, c'est surtout les termes et conditions. C'est surtout le terme qui revient le plus quand je fais un tour de table. L'audience pense aux négociations contractuelles, négociations avec les fournisseurs, qui sont assez souvent perçues comme longues et difficiles. Les litiges. C'est vrai que le légal peut rentrer en ligne de compte lorsqu'on parle des contrats. On pense souvent par nos business, par nos backgrounds perspectives aux contrats commerciaux, mais le légal a effectivement aussi un rôle à jouer. Certains me font référence aux indicateurs de performance, les indicateurs clés de performance, les KPIs, ou alors, plus sommairement, les chaînes d'approbation, les signatures, tout ce qui est lié à la conformité. Donc, tous ces points, en fait, que j'échange avec l'audience, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, tous ces points sont valables, sans exception. Mais pour ce soir, en fait, je voudrais surtout insister ou mettre en évidence un point différent, qui est celui de la valeur. La valeur par rapport au contrat, par rapport aux relations fournisseurs, et surtout la valeur après signature. Donc sur cette slide, en fait, le mot valeur est cité 3 fois. Ça, c'est le cheminement de la valeur, avant et après signature des contrats. Donc nous avons la valeur promise, nous avons aussi la valeur attendue et la valeur qui est obtenue ou réalisée. Et à chaque fois, on s'aperçoit que le niveau de la valeur fluctue. Elle fluctue en fonction de 2 critères, au minimum, pour faire simple. Elle fluctue en fonction du critère de la partie prenante, les achats, ou alors les opérationnels. Et elle fluctue aussi en fonction du temps, et essentiellement avec un point d'inflexion entre avant signature et après signature. Donc typiquement, la valeur qui a été vue, revue, qui a été négociée, qui a été approuvée par l'équipe achat, n'est plus la même après l'implémentation, typiquement, du contrat pour un service acheté. Et cette différence, ce delta, peut aller jusqu'à 20%. 20% de perte de valeur. Et dans cette perte de valeur, il y a une distinction très claire qui se fait entre ce qu'on pourrait appeler en français la perte sèche. Et la perte sèche, c'est typiquement les économies qui ne sont pas réalisées. Donc les savings qui ne correspondent pas aux savings qui avaient été négociés, planifiés, forecastés. Et puis, un autre élément, celui-là un peu plus pernicieux, c'est les pertes indirectes. Et je peux vous en parler d'autant plus que j'avais une équipe de 8 personnes qui travaillaient sur et qui mettaient un temps et un effort considérable, monumental, à suivre et à monitorer justement cette valeur en termes de productivité,
en termes de qualité, en termes de performance, voire même parfois sur certains contrats en termes d'innovation. Donc ce qu'il faut le retenir, c'est que la valeur promise n'est pas égale à la valeur due. Et ce que je vous propose donc ce soir, c'est de vous donner quelques pistes de réflexion à partager ensemble pour justement maintenir la valeur promise tout au long de la vie du contrat et des relations fournisseurs. Pardon. Alors, j'ai 3 pistes de réflexion à partager avec vous ce soir. Mais avant, j'avais un slide unique sur le contexte et les challenges. Je vais aller très vite, parce que je préfère passer plus de temps sur les recommandations. Mais le contexte, c'est que la relation fournisseur, c'est pas seulement une phase, ou c'est pas forcément une étape. C'est beaucoup plus. La relation fournisseur, c'est un métier en tant que tel. Souvent, qu'on peut voir, alors relativement peu en Suisse, sous le terme de vendor management. Et c'est un métier qui évolue dans un environnement dynamique, avec énormément d'interconnexions et de dépendances. Donc c'est un métier cross-fonctionnel. C'est un métier qui est en train aussi de bouger, c'est-à-dire que traditionnellement, ces gens-là avaient pour mission de monitorer, surveiller les gains réalisés. Et on passe aujourd'hui du contrôle, des gains surveillés à l'optimisation du business. Et leur mission, leur objectif, c'est de délivrer une valeur qui est supérieure à un grand niveau. Quand je dis grand niveau, on sort du silo fonctionnel. On parle vraiment à un niveau d'entreprise. Alors le challenge, il n'est pas à sous-estimer. Parce que le challenge, c'est ce qui explique justement cette perte de valeur après signature. Les challenges, c'est que la complexité, elle est de plus en plus présente et de plus en plus, elle va crescendo. Donc, j'ai mis quelques exemples de challenges, notamment personnellement celui que je connaissais le plus, c'est que dans mes contrats de 80 pages, le prix, ce n'était plus simplement un prix unique multiplié par une quantité. J'avais 52 critères commerciaux, si l'on travaillait open book avec certains fournisseurs, qui constituaient mon prix. 52, multiplié par 20 sites, multiplié par 10 langues, pour faire simple. Après, il y avait encore des subdivisions. Chez qui, ça? Chez qui? Tu parles de qui? Ça, je parle d'entreprise, expérience professionnelle précédente. Mais ce que je veux dire, c'est pas unique. C'est pas unique. C'est quelque chose qui se répand. Pourquoi? Parce que l'achat de services se répand. Et la décentralisation se répand. Et aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent en Matrix. Et aujourd'hui, beaucoup de gens font des change management au cours de la durée de vie du contrat. Donc voilà les challenges qu'il ne faut pas sous-estimer et qui expliquent donc le déclin de la valeur. Alors, les recommandations. J'en ai choisi 3, il en existe beaucoup plus. Pardon. Premièrement, sur cette slide, on va s'intéresser uniquement à la ligne du contrat, pour des raisons de temps. Mais je vous ai laissé la slide dans son intégralité pour vous donner une vue d'ensemble, parce qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une suite logique. Et il faut bien comprendre que chaque élément s'articule et que chaque articulation donne au final une valeur supérieure. Donc le tout est supérieur à l'addition de chacune des parties. Donc sur les contrats, habituellement,
les contrats sont écrits et ils sont rédigés de telle sorte qu'ils définissent simplement la façon dont on travaille actuellement. En fait, c'est une photo très précise, très descriptive de ce que l'on fait, depuis plusieurs années et de ce qu'on demande à un fournisseur de faire. Donc effectivement, on est dans un modèle de routine, un modèle de continuité. On ne peut pas attendre de la valeur dans ce type de modèle. Alors, en travaillant sur un modèle de contrat collaboratif, l'approche est inverse. En fait, le but de ces contrats, c'est qu'ils soient l'expression d'un désir commun à atteindre. Quand je dis commun, c'est-à-dire entreprise et fournisseur. Les contrats deviennent l'expression d'un désir commun à satisfaire. Et les deux doivent ensemble y parvenir. Et les rémunérations, le pricing, sera effectivement adapté à cette recherche, mais bien en amont, votre personnel au sourcing en prendra aussi toutes les conséquences nécessaires pour trouver les bons fournisseurs, jusqu'aux opérationnels. Donc, je vais passer à la slide suivante, mais pour des raisons de temps, je peux vous expliquer ultérieurement le comment. Alors, une autre recommandation que je peux vous suggérer, c'est de vous intéresser au modèle Vested. C'est un modèle qui a été développé il y a maintenant plus de 15 ans par Kate Witasek, exactement, et son équipe. Et c'est un modèle qui a été à la création de valeur pour plus d'une centaine d'entreprises. Notamment, Kate a commencé à se faire connaître chez Microsoft sur des contrats de plus de 300 millions de dollars, sur lesquels Microsoft était englué avec ses vendeurs ou ses fournisseurs. Et effectivement, le fait de travailler en respectant les 5 règles fondamentales permet de débloquer de la valeur. Donc ces 5 règles, aujourd'hui, dans plus de 100 entreprises, c'est disponible en ligne. Énormément d'informations est disponible en ligne sur ce modèle si vous souhaitez vous documenter. Donc les 5 règles sont assez élémentaires. Elles disent que l'entreprise paye ses fournisseurs pour atteindre des désirs communs et non plus payer pour une tâche, un produit ou un service horaire. Dans mon cas, dans 80% des cas, l'entreprise continuait à payer à l'heure sur des contrats de plus de 100 millions de dollars. Dans 80% des cas. Là, si on s'intéresse au modèle et qu'on veut l'implémenter, il faut effectivement commencer à payer les fournisseurs pour atteindre des désirs communs. Le deuxième point, c'est que l'entreprise reconnaît l'expertise de ses fournisseurs et autorise aux fournisseurs à changer ses propres process. Le troisième point, l'entreprise et les fournisseurs se mettent d'accord communément pour fixer les objectifs, les fameuses targets. Les targets ne sont plus imposées par l'entreprise, elles sont fixées communément et la mesure du succès doit être aussi commune. Et le cinquième point, l'entreprise et les fournisseurs opèrent dans un schéma gagnant-gagnant. Alors, il ne s'agit que d'un snapshot, mais le modèle est suffisamment puissant. Cette personne publie sur Forbes, elle a des études de cas en veux-tu, en voilà, que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur public. Donc je pensais qu'il était important qu'on y prête attention aujourd'hui, notamment dans le contexte de la création de la valeur. Une dernière recommandation, qui est celle-ci assez facile à mettre en place, en quelque sorte même gratuite, car elle ne nécessite pas d'investissement.
Il s'agit de mettre en place une structure entreprise relation fournisseur qui se nomme de reverse bow tie. En français, ça donne pas grand-chose, le nœud papillon à l'envers. Mais en tout cas, c'est assez effectif parce que ça permet de libérer, si vous voulez, la valeur entre les fonctions. Donc vous pouvez imaginer ici un acheteur et un vendeur, les fonctions derrière, qualité, training, IT, alors que effectivement la démarche ici est totalement inverse. L'idée c'est que, imaginez que vous ayez sur des contrats stratégiques un directeur financier ou un directeur achat qui discute avec le VP vente de votre fournisseur stratégique. D'accord ? C'est souvent effectivement le cas. Pour moi, ça a été le cas. C'est ce que j'ai pu voir. C'est effectivement eux qui lead, eux qui mènent, on va dire, la danse de la négociation. Et en fait, le fait d'inverser et de les mettre en bout de chaîne et de mettre à discuter les fonctions ensemble, c'est-à-dire la qualité de l'entreprise avec le service qualité du fournisseur, le service formation de l'entreprise avec le service formation du fournisseur a permis de créer de la valeur tout simplement en changeant l'organigramme de qui communique avec quoi. Avec qui, pardon. Bon, ceci dit, il faut une cadence, c'est ce que j'ai écrit. Il faut toujours les fameuses revues de performance. Et puis, ça permet donc de créer, d'être un levier de ce qu'on appelle la business transformation, de façon assez simple, assez pragmatique. Vous pouvez l'essayer, même sur un pilote, même sur une échelle de 2 mois, 3 mois, à titre de galop d'essai. Alors ici, je vais passer très vite, c'était pour vous dire que c'est la suite logique. Hein. C'est chaque élément qui s'articule. Aujourd'hui, avec Cédric, on s'était mis d'accord pour faire un focus sur les contrats et la relation fournisseur. Cependant, à un moment donné, il faut avoir une vue d'ensemble lorsqu'on parle de la valeur. Et il faut comprendre que chaque élément est un input ou un output pour la somme totale de la valeur. Alors la conclusion, c'est que je vous invite tous à prendre le contrôle de vos contrats et à prendre le contrôle de vos relations fournisseurs, exactement comme vous le faites déjà pour les achats. Donc les achats sont très sophistiqués, les achats sont très professionnels, ça fait aucun doute, ça se voit même au moment de la négociation. Et puis après la signature du contrat, la professionnalisation du monde contractuel, la professionnalisation du suivi des contrats et du suivi des relations fournisseurs est moindre. Deuxième recommandation, c'est peut-être d'essayer d'arrêter de dire win-win, gagnant-gagnant, et plutôt que de le dire, essayer de l'implémenter. Alors il y a les 5 règles, par exemple, que propose le modèle Vested, mais il y a aussi le reverse bow tie, comme j'ai pu le proposer. Ou alors, il y a aussi des modèles de prix qui permettent de rémunérer vos fournisseurs sur l'optimisation de process ou sur de l'innovation de produits et de services. Alors, la troisième recommandation, c'est forcément de faire le plus possible pour minimiser, atténuer cette perte de valeur. On parle de 20%, et il ne s'agit pas que d'une seule source qui soulignait cette perte de valeur. Hein. Il y avait Gartner, il y avait Forrester, McKinsey. Donc, essayez de s'y mettre le plus tôt possible pour justement atténuer, minimiser cette perte de valeur. Et puis, en phase 2, très important, parce que ça existe déjà, c'est la digitalisation
de tout ce qui concerne la collaboration fournisseur et les modèles de performance. Voilà. Sur cette thématique, à mon avis, 3 sources, si vous voulez continuer à vous documenter, à vous intéresser, qui sont relativement visibles. C'est l'association des contrats et du management commercial. C'est effectivement le modèle Vested. Et puis, c'est aussi Syrian Labs qui effectivement prend le lead sur la digitalisation de la performance des fournisseurs et du suivi des fournisseurs. Voilà. La question que j'ai aimée, c'était par rapport à la taille de l'entreprise. Alors, ça n'a rien à voir avec la taille de l'entreprise, d'accord, ou la taille du fournisseur. Par contre, ça a à voir avec le degré stratégique que vous estimez dans ce que peut vous délivrer le fournisseur, soit en tant que service, soit en tant que produit. Et si vous sentez que ce que le fournisseur vous délivre est véritablement stratégique pour votre entreprise, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment franchir le cap, passer la deuxième et aller vers ce type de relation. Et puis un deuxième point qui était par rapport à la localisation. Donc dans les exemples que j'ai cités, j'étais basé à Berne pendant plus de 8 ans et tous ces fournisseurs que l'on considérait comme stratégiques, il y en avait 10 dans l'entreprise, alors qu'on avait à peu près 150, 200 fournisseurs, mais on en avait 10 sur lesquels on était vraiment soucieux de cette démarche. Ils étaient aussi bien en Russie qu'en Inde, en Philippines ou aux États-Unis. Donc, j'ai pas observé ça. J'ai pas observé la zone géographique comme une contrainte au modèle. Voilà. Et le local ajoute une valeur souvent maintenant. Enfin, c'est perçu comme ça. Donc après, c'est ce qu'on veut justement, c'est la valeur qu'on veut. Qui soit perçu du produit pour dire le local c'est... Alors si mon service avait été par exemple le nettoyage de l'entreprise, parce que admettons que j'ai des serveurs à Berne, d'accord, effectivement le local aurait joué beaucoup d'importance. Ici il s'agissait de services externalisés, donc des services sur lesquels tout le monde achète, aussi bien Airbnb que Netflix, que Google, que Facebook. Donc le local avait effectivement un degré nettement moindre. Voilà. Parce que la part du marché local qu'il fallait servir dans ces services était effectivement infime. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il est important de prendre en compte cette architecture qui commence au sourcing. À quoi ça sert de sourcer et comment je veux sourcer et pourquoi je veux sourcer. Super, écoute, merci beaucoup.